va prendre la parole. Voilà, ça commence. Ensuite, on aura le plaisir d'avoir l'intervention du rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme au Burundi, Fortuné Gaëtan-Vongo, suivi de Armel Liongéré, qui est avocat, secrétaire général de SOS Torture Burundi et président de l'ACAD Burundi, qui est basé en Belgique. Puis Marco Motta, qui est professeur à l'Université de Lausanne et qui, dans le cadre de son travail, a eu un échange avec une personne qui a été renvoyée au Burundi dans le dernier vol spécial. Et puis finalement, le témoignage de Eric, une personne requérante d'asile, déboutée de l'asile en Suisse. Voilà, je commencerai par dire que la situation est grave. La Suisse est le seul pays, ou presque, qui effectue des renvois forcés vers le Burundi, alors que les risques de persécution y sont réels et documentés. La présence du rapporteur spécial qui a répondu immédiatement à l'appel de nos organisations, elle n'est pas anodine. C'est un signal fort que la pratique de la Suisse, elle choque au niveau international. La nouvelle du vol spécial du 21 avril dernier, elle a retenti jusqu'à Abidjan lors de la session du groupe de travail des Nations Unies sur les disparitions forcées ou involontaires. Au sein des organisations militantes de terrain, on est en contact quotidien avec de nombreuses personnes burundaises qu'on a rencontrées pour beaucoup dans le cadre de la campagne contre les renvois de Dublin vers la Croatie. Donc, après la violence de la menace de renvoi à Dublin, la violence de la menace de renvoi vers son pays d'origine, aujourd'hui, la lutte, elle s'intensifie. On lutte aux côtés d'un collectif d'exilés burundais qui s'auto-organise. La détresse des personnes qui sont menacées de renvoi, elle est immense et quotidiennement, on le constate. Le suicide d'un jeune qui était menacé de renvoi le 5 avril dernier à Zurich, on a une conséquence terrible. Et suite aux différents renvois qui ont été exécutés par la Suisse, nous, on avait, avec les organisations de terrain, noué des liens avec plusieurs personnes qui ont été renvoyées. Donc, on a maintenu des contacts étroits avec elles. Et les récits qu'on a eus de la situation sur place, ils sont juste glaçants. Il y a eu non seulement la rupture des soins, mais aussi l'intimidation des milices Imbonerakure sur place, des fouilles au domicile de la famille, un enlèvement, il y a eu des détentions, des violences physiques et sexuelles, et la libération, elle a été conditionnée au paiement conséquent de rançon de la part des familles des personnes. Ça nous inquiète beaucoup parce que selon les statistiques du secrétariat d'État aux migrations, il y a eu 700 décisions négatives qui ont été rendues à l'encontre de personnes burundaises en première instance entre janvier 2022 et avril 2026. La majorité des refus qui sont prononcés, ils sont basés sur le fait que le SEM considère les récits comme invraisemblables. Et on est également interpellé par le fait qu'il y a des différences qui nous semblent importantes dans les taux de protection entre la Suisse alémanique et la Suisse romande notamment. Avec les différentes organisations de la coalition, on est vraiment consterné par l'usage quasi systématique de l'argument de la vraisemblance qui permet de balayer les dossiers d'asile et d'effacer d'un revers de main tous les risques encourus en cas de renvoi. On est aussi concerné par la non prise en compte par le SEM des rapports actuels sur la situation au Burundi et de leur négligence face aux alertes des acteurs de terrain. Dans l'incompréhension face à l'obstination qui nous semble complètement déraisonnable de nos autorités, on invite aujourd'hui des experts à parler publiquement et on demande d'une même voix avec elles et avec eux l'arrêt des renvois et la réévaluation des décisions d'asile à la lumière des éléments présentés. Merci. On passe la parole à Emma Lydon, avocate. Bonjour, merci beaucoup. Oui, alors je m'appelle Emma Lydon, je suis avocate à Genève spécialisée en droits humains et en droit international et membre du comité de l'association Elisa Asile. Je vais malheureusement devoir vous quitter à 9h45, donc voilà,
Je ne participerai pas à la suite de la conférence de presse, mais je regrette parce que je pense que toutes les interventions seront riches. Dans le cadre de ma pratique, j'ai été amenée ces derniers mois à représenter plusieurs ressortissants et ressortissantes burundais et burundaises dans leur procédure d'asile en Suisse. Et j'ai également été mandatée par un collectif de Burundais vivant en Suisse afin d'alerter le rapporteur spécial des Nations Unies en- sur la situation au Burundi, M. Gaëtan Zongo, qui est avec nous aujourd'hui, concernant les risques de renvoi forcé actuellement exécutés par la Suisse. Mon intervention aujourd'hui, elle vise à exposer brièvement pourquoi la pratique actuelle du secrétariat d'État aux migrations, le SEM, et la position du gouvernement suisse soulèvent de sérieuses préoccupations au regard du principe de non-refoulement et des obligations internationales de la Suisse. Donc, pour rappel, le principe de non-refoulement est une règle fondamentale du droit international, reconnue notamment par la Convention européenne des droits de l'homme, la Convention contre la torture et la Convention sur les réfugiés, toutes ratifiées par la Suisse. Il interdit de renvoyer des personnes vers un pays où elles risquent d'être exposées à la torture, à des persécutions ou à des traitements inhumains et dégradants. Donc, avant tout renvoi, les autorités ont l'obligation d'évaluer de manière sérieuse, individualisée et actualisée les risques encourus par la personne concernée, notamment lorsque la situation sécuritaire est grave ou lorsque son état de santé nécessite des soins qui ne seraient pas réellement accessibles dans le pays de destination. Et comme l'ont mentionné Irène et Louise, depuis 2025, nous observons une accélération des tentatives de renvoi effectifs de ressortissants burundais déboutés de l'asile vers le Burundi. Plusieurs renvois ont effectivement été exécutés depuis novembre 2025. Et le 21 avril dernier, 11 personnes ont été renvoyées au Burundi par vol spécial, y compris une famille avec des enfants. Comme l'ont également mentionné Irène et Louise, les informations qui nous sont revenues des personnes renvoyées qui ont maintenu un contact avec des personnes en Suisse sont préoccupantes. Elles ont mentionné des personnes ont été arrêtées, interrogées par des heures à leur arrivée à l'aéroport à Bujumbura. Elles ont été détenues, contraintes de verser de l'argent pour être libérées. Dans certains cas, les autorités burundaises semblaient avoir eu connaissance d'éléments issus du dossier d'asile constitué en Suisse. Et puis, on a également suivi la situation d'une personne qui, après son arrivée au Burundi, a été arrêtée et détenue pendant plusieurs semaines sans accusation, sans jugement. Et elle y aurait subi des violences physiques, psychologiques et de la part des autorités, ainsi que des violences sexuelles commises par des co-détenus. D'autres personnes renvoyées vivent aujourd'hui cachées ou ont fui à nouveau le Burundi par peur pour leur sécurité. Donc, ces éléments sont importants parce qu'ils démontrent que les risques invoqués dans les procédures d'asile ne sont pas hypothétiques, et il est regrettable que la Suisse ait procédé à ces renvois alors même que ces risques avaient été signalés et documentés par des organisations de société civile burundaises et des ONG internationales. Malgré ces alertes, le SEM continue à considérer que les renvois vers le Burundi sont licites et exigibles, et le tribunal administratif fédéral, le TAF, semble également suivre cet avis. Le 20 avril 2026, donc la veille du renvoi forcé, le SEM a publié un fact sheet indiquant que malgré une situation des droits humains qualifiée de problématique et tendue, les renvois restent possibles. Cette position s'appuie essentiellement sur plusieurs arrêts du tribunal administratif fédéral. Mais lorsqu'on examine ces arrêts de plus près, on constate qu'ils reposent eux-mêmes sur des appréciations plus anciennes de la situation au Burundi, sans véritable réévaluation actualisée des développements de 2024, 2025, 2026. On se retrouve donc face à une forme de circularité. Le SEM affirme que les renvois sont licites parce que le TAF le dit, et le TAF se fonde sur sa propre jurisprudence antérieure, elle-même construite sur des informations déjà dépassées.
J'ai parcouru plus d'une vingtaine d'arrêts récents du tribunal administratif fédéral sur des cas burundais et des décisions du SEM, et aucun ne mentionne les rapports récents d'organisations internationales comme Human Rights Watch ou Amnesty International. Aucun ne fait non plus référence au rapport hebdomadaire très détaillé de l'ACAT Burundi, ni au rapport du rapporteur spécial sur la situation au Burundi, ou des mécanismes onusiens publiés en 2025 qui expriment pourtant de fortes inquiétudes quant à l'évolution de la situation dans le pays et documentent des arrestations arbitraires, des disparitions forcées, des actes de torture, des violences sexuelles, des intimidations politiques et une impunité persistante. Un rapport qui aurait, à mon sens, dû pousser la Suisse à réexaminer sa pratique de renvoi est celui du FOCODE, le Forum pour la conscience et le développement, datant de mars 2025, portant sur les représailles et les violences orchestrées contre des Burundais de retour d'exil. À nouveau, je ne l'ai vu mentionné dans aucun arrêt du TAF récent, ni dans aucune décision du SAM. Par ailleurs, les autorités suisses continuent à considérer que les soins médicaux et psychiatriques seraient disponibles au Burundi, y compris pour des personnes souffrant de traumatismes sévères liés à la torture ou à des violences sexuelles. Et cette appréciation, elle est contestable. La dernière note du SEM sur le système de santé au Burundi date de décembre 2025 et repose en large partie sur des informations générales et théoriques concernant l'existence de certaines infrastructures médicales. À l'inverse, l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés, l'OSAR, a publié le 27 mars 2026 un rapport consacré à l'accès aux soins, à la santé, aux soins de santé mentale au Burundi, qui met en évidence de grandes difficultés d'accès à une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique adéquate, notamment en raison du manque de structures spécialisées, du coût des traitements et du manque de personnel qualifié. Je constate également une absence quasi totale d'analyse concernant le risque de retraumatisation pour les victimes de torture et de violences sexuelles renvoyées dans un environnement où les auteurs des violations demeurent au pouvoir. Ces lacunes sont d'autant plus préoccupantes qu'à ma connaissance, au moins 7 affaires concernant des ressortissants et ressortissantes burundais, burundaises sont actuellement pendantes contre la Suisse devant des comités des Nations Unies, donc le CEDEF, le CAT, le comité des droits de l'enfant et le comité sur les disparitions forcées. Dans chacune de ces affaires, des mesures provisoires ont été ordonnées afin d'empêcher les renvois vers le Burundi. Enfin, à ma connaissance, la Suisse est actuellement le seul pays européen qui procède à des renvois forcés vers le Burundi, un constat qui devrait appeler à la prudence. Et il me semble donc urgent que les autorités suisses suspendent les renvois vers le Burundi et réévaluent en profondeur leurs pratiques à la lumière des informations actuelles sur la situation des droits humains dans le pays. À ce stade, continuer à exiger des renvois malgré les alertes répétées des organisations de défense des droits humains, des mécanismes onusiens et les informations reçues des personnes déjà renvoyées crée un risque réel d'exposer des personnes à des violations de leurs droits fondamentaux. Dans le contexte actuel, poursuivre ces renvois revient à prendre le risque de violer les obligations internationales de la Suisse et d'engager sérieusement sa responsabilité en cas de violation grave des droits humains. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Emma. Je passe la parole maintenant à Fortuné Gaëtan-Zongo, rapporteur spécial de l'ONU sur la situation des droits de l'homme au Burundi, qu'on remercie encore beaucoup de sa présence. Merci bien, mesdames et messieurs. Permettez-moi avant toute chose de remercier donc les organisations de la société civile pour l'organisation de cette conférence. La question soulevée, celle des renvois forcés des demandeurs d'asile par les autorités suisses, est directement liée aux préoccupations
dont je suis en charge de documenter devant la communauté internationale dans le cadre donc, de mon mandat. Je souhaite aujourd'hui faire une observation principale. La régularité d'une procédure ne suffit pas à satisfaire aux obligations internationales. Il ne suffit donc pas que la décision de renvoi ait été rendue dans le strict respect des règles. Il faut encore que les autorités aient sérieusement analysé la situation qui attend la personne à son arrivée donc au Burundi. C'est cette analyse substantielle qui est aujourd'hui insuffisante et c'est elle qui expose les personnes à des risques graves et documentés, comme l'a souligné donc Maître Emma Linden il y a donc quelques minutes. Je voudrais donc m'appesantir sur 2 points. La question de la procédure et ses répercussions donc au sein donc des personnes requérantes donc de l'asile en Suisse. En ce qui concerne donc la procédure régulière et la protection effective, je dirais que le droit international des réfugiés ne se limite pas à garantir un procès équitable. Il impose un résultat. La personne renvoyée ne doit pas être exposée à des persécutions, à la torture ou à des traitements inhumains dans le pays de destination. La Suisse peut avoir respecté l'ensemble de ses étapes procédurales et néanmoins violer le principe de non-refoulement si son évaluation de la situation au Burundi est inexacte, incomplète ou infondée ou sur des sources qui ne reflètent pas la réalité donc, des terrains. Et l'intervenante précédente l'a suffisamment donc, souligné pour que je ne revienne pas dessus. C'est précisément cette lacune que moi je constate dans la pratique actuelle par les autorités suisses en ma qualité donc de rapporteur spécial sur la situation donc, des droits de l'homme au Burundi. Cela donc m'amène donc à évoquer ce que révèle donc la situation au Burundi. Un premier point à ce niveau-là, c'est des violations graves persistantes. Depuis la crise de 2015, on ne peut pas dire qu'en 2026, en 2024 ou en 2023, la situation peut être qualifiée donc de normalisée. Tous les mécanismes eux-mêmes continuent de documenter des violations graves et récentes. Dans l'affaire par exemple d'Onésien Ndabizé, le comité contre la torture a condamné le Burundi pour des actes de torture commis par des agents du service national de renseignement et a constaté une impunité persistante. Dans une autre affaire, le même comité a reconnu l'existence de la torture, de la détention arbitraire et des absences d'enquête effective. Ces décisions illustrent une réalité actuelle et non un passé révolu. Le deuxième point sur lequel je voudrais m'appesantir, c'est le risque lié au seul fait d'avoir demandé l'asile en Suisse. Les autorités suisses tentent à évaluer le risque en fonction du profil politique visible de la personne, c'est-à-dire militantisme, appartenance à un parti politique, participation à des manifestations. Mais cette approche est insuffisante. Dans le contexte du Burundi actuel, le simple fait d'avoir sollicité la protection internationale à l'étranger est perçu comme un acte de déloyauté envers le régime. Une personne qui a décrit dans sa procédure d'asile en Suisse les violations des droits humains qu'elle a subies ou observées a produit un récit qui peut être reconnu des autorités burundaises. Ce récit suffit à susciter une suspicion à son égard, indépendamment de tout engagement donc, politique. Donc, en conclusion sur ce point, il faut juste dire que ce n'est pas le profil militant qui crée le risque, c'est le simple fait d'avoir fui et d'avoir parlé. Ça, c'est le deuxième point sur lequel je voulais donc faire un point. Le troisième point, c'est la surveillance exercée
à l'arrivée et dans les communautés locales. À son retour, la personne fait face à 2 niveaux de contrôle. Au niveau des services formels d'abord, le service national de renseignement s'intéresse à toute personne revenant après un séjour prolongé à l'étranger, en particulier si ce séjour a donné lieu à une procédure d'asile. Au niveau communautaire ensuite, les Imbonerakure, les fameux Imbonerakure. Cette jeunesse armée du parti au pouvoir exerce une surveillance de proximité et collabore régulièrement avec les forces de sécurité locales. Dès son retour dans son quartier, dans son village, la personne est identifiée et questionnée. Pourquoi vous avez quitté le Burundi? Qu'avez-vous déclaré à l'étranger sur votre pays? Avec qui étiez-vous en contact dans la diaspora? Ces interrogations s'inscrivent dans une logique de contrôle politique. Ils peuvent conduire à des intimidations, des convocations arbitraires, des arrestations ou des disparitions. Un autre point que je voudrais souligner, ce sont les risques différés, pas seulement les risques immédiats. Les autorités suisses accordent parfois du crédit à l'absence d'incidents signalés dès l'arrivée dans le pays. Cette donnée est insuffisante pour évaluer la sécurité d'un retour. Les risques ne se manifestent pas nécessairement à l'aéroport de Bujumbura. Ils peuvent apparaître plusieurs semaines, plusieurs mois après le retour, lorsque la personne reprend son milieu de vie habituel. L'absence de problèmes immédiats ne constitue pas une preuve de l'absence de danger. Par ailleurs, le silence des personnes renvoyées ne doit jamais être interprété comme un signe d'absence de difficulté. Dans le contexte burundais, se taire est une stratégie de survie. Je dis bien une stratégie de survie. Toute déclaration publique concernant les difficultés rencontrées après un retour forcé aggrave l'exposition de la personne et de sa famille. De tout ce que je viens de dire, je dirais que les obligations internationales en ce qui concerne la Suisse là, imposent qu'on vérifie d'abord dans un premier point les sources et actualisées et fiables, et non une perception générale de la situation. Chaque dossier doit être individualisé, tenant compte du profil complet de la personne, y compris le fait d'avoir demandé l'asile et le contenu de ses déclarations dans la procédure. Cette obligation impose également de vérifier de manière attentive et pas différée, attentive aux risques différés, pas seulement aux dangers immédiats à l'arrivée, comme je l'ai souligné un peu plus haut. Et aussi, impose aussi de vérifier dans chaque cas individuel de son évaluation toute interprétation abusive des retours depuis des pays tiers. Cela est d'autant vrai qu'on a tendance à dire qu'il y a des réfugiés qui reviennent de Tanzanie et tout se passe bien. Alors qu'on sait aussi qu'en Tanzanie, les retours des personnes de Tanzanie se fait plutôt dans la violence et je pense que ce n'est pas vraiment un cas qui peut donc illustrer un caractère stable et révolu de la crise qui perdure depuis 2015 au Burundi. Alors, si ces conditions ne sont pas réunies, la décision de renvoi peut être régulièrement conforme au droit national tout en violant les obligations internationales. En définitive, je voudrais demander aux autorités suisses de suspendre les renvois vers le Burundi dans l'attente d'une réévaluation substantielle et documentée de la situation sécuritaire en s'appuyant notamment sur les travaux des mécanismes onusiens et des organisations de la société civile présentes sur le terrain. Intégrer systématiquement dans chaque évaluation individuelle le risque spécifique lié au fait d'avoir demandé l'asile politique en Suisse et au contenu des déclarations faites dans la procédure. Et enfin, garantir l'accès à un recours suspensif effectif avant tout éclairement
permettant un contrôle judiciaire réel de l'évaluation substantielle du risque. Et pour conclure, je voudrais saluer l'engagement des organisations de la société civile qui ont rendu possible donc cette conférence. Leur travail de documentation est dispensable à la mise en œuvre effective des obligations internationales. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Zongo, pour cette prise de parole très forte. Je passe la parole maintenant à Maître Armel Niongere, qui est secrétaire général de SOS Torture Burundi, avocat et président de l'ACAT Burundi, Association des chrétiens contre la torture. Et merci beaucoup pour la parole. Et Madame, Messieurs les journalistes, et je vous remercie pour votre présence et de l'intérêt que vous portez à cette importante question des renvois des demandeurs d'asile burundais de la Suisse vers le Burundi. Et j'interviens aujourd'hui comme défenseur des droits humains qui suit d'auprès l'évolution de la situation sur le terrain au Burundi à travers plusieurs années de documentation des violations des droits humains et d'échanges avec les victimes. Et la question se pose aujourd'hui est simple. Peut-on réellement considérer qu'une personne ayant demandé l'asile peut être renvoyée sans risque vers le Burundi dans le contexte actuel? Et le principe de non-refoulement, consacré notamment par la Convention de Genève relative au statut des réfugiés, interdit le renvoi d'une personne vers un pays où elle risque de persécution ou de violations graves des droits fondamentaux. Et or, dans le cas du Burundi, les risques ne doivent pas être évalués uniquement au moment du retour. Ils doivent également être analysés à moyen et à long terme. Et aujourd'hui, une personne qui demande une protection internationale à l'étranger peut être perçue comme ayant dénoncé des violations des droits humains, des problèmes de sécurité ou l'absence d'une justice indépendante au Burundi. Dans le contexte actuel, cela peut créer des interrogations, des pressions ou une surveillance particulière à l'égard de cette personne, même lorsqu'elle n'a pas d'engagement politique visible. Et je voudrais également attirer l'attention sur la situation particulière des personnes ayant quitté le Burundi depuis la crise de 2015. Et de nombreux jeunes ont passé plusieurs années en exil avant d'être confrontés aujourd'hui à un éventuel retour forcé. Et lorsqu'une personne revient après plusieurs années d'absence, surtout dans un contexte préélectoral, et pour le Burundi, on approche la période préélectorale, il y aura les élections présidentielles l'année prochaine, plusieurs questions surgissent immédiatement. Pourquoi cette personne est-elle partie? Pourquoi a-t-elle demandé l'asile? Qu'a-t-elle déclaré à l'étranger lors de la procédure de demande d'asile? Ces interrogations peuvent entraîner des intimidations, des pressions ou une surveillance accrue au niveau de la communauté. Et il faut être clair, l'absence de problème immédiat après le retour ne signifie pas absence de danger. Les risques peuvent apparaître plusieurs semaines ou plusieurs mois plus tard. Je voudrais également revenir sur le retour des réfugiés burundais depuis la Tanzanie, qui a été souvent un exemple de SEM, que certaines autorités considèrent comme des retours volontaires démontrant une amélioration de la situation au Burundi. Et cette interprétation ne reflète pas la réalité vécue par de nombreux réfugiés. Beaucoup de réfugiés burundais vivant en Tanzanie ont passé plusieurs années dans des conditions extrêmement difficiles, marquées par la précarité, un climat de peur et de pression autour des processus de retour. Dans ces conditions, retourner au Burundi ne signifie pas nécessairement que les risques ont disparu. Pour beaucoup, ces retours sont davantage liés à l'épuisement, à l'absence de perspective ou aux conditions de vie difficiles qu'à une réelle amélioration de la situation des droits humains au Burundi. Je voudrais aussi souligner que certaines déclarations récentes de l'ambassadeur du Burundi en Belgique ont suscité des inquiétudes parmi des réfugiés burundais qui ont perçu ces propos comme des formes d'intimidation ou de surveillance
à leurs égards. Cela montre que certains réfugiés continuent à vivre avec un sentiment d'insécurité même après avoir quitté le pays. Par ailleurs, il est extrêmement difficile de documenter publiquement certains préjudices subis après retour, sans exposer davantage les personnes concernées ou leurs familles. Le manque de témoignages publics ne doit donc pas être interprété comme une absence de risque. Enfin, les préoccupations que nous soulevons aujourd'hui ne sont pas théoriques. Des mécanismes internationaux, notamment le Comité contre la torture des Nations Unies, continuent de documenter des cas de torture, impunité et l'absence d'enquête effective au Burundi. Monsieur le rapporteur spécial a déjà soulevé des cas que le Comité contre la torture s'est déjà prononcé, qui a condamné l'État burundais, notamment le cas de Epitas, Shimirimana, le cas de Donatien Ndabigeze et d'autres. Nos demandes aux autorités suisses sont claires. Suspendre les renvois forcés de demandeurs d'asile burundais vers le Burundi tant qu'il subsiste des préoccupations sérieuses concernant les risques de persécution et d'atteinte aux droits fondamentaux après retour. Appliquer pleinement le principe de non-refoulement consacré par la Convention de Genève et les autres instruments internationaux de protection des droits humains. Évaluer les risques non seulement au moment du retour, mais également à moyen et à long terme. Prendre en compte les réalités du terrain, le contexte politique et sécuritaire actuel, ainsi que les préoccupations persistantes documentées par les mécanismes internationaux des droits humains. La question fondamentale demeure donc la suivante. Si une personne renvoyée aujourd'hui est victime de d'intimidation, d'arrestation arbitraire, de disparition forcée ou d'autres formes de persécution, qui assumera cette responsabilité? Les décisions de renvoi doivent être évaluées à la lumière des réalités du terrain, des obligations internationales et du principe de précaution. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous passons maintenant la parole à Marco Motta de l'Université de Lausanne. Bonjour, merci beaucoup. Je vais vous parler brièvement du cas de Ali, un nom d'emprunt, qui est quelqu'un qui a été renvoyé dans le vol spécial parti il y a un mois de Suisse. Alors j'ai connu Ali dans le cadre d'une recherche financée par le Fonds national suisse de la recherche scientifique sur la privation de liberté des jeunes migrants en Suisse. Ali a fui le Burundi parce qu'il était persécuté par les autorités de son pays. Il savait ce qu'il risquait. S'il restait, l'arrestation arbitraire, la torture, la disparition forcée. Il a quitté le Burundi seul, alors qu'il n'avait qu'une quinzaine d'années. Sa mère est morte assassinée, et son père et sa petite sœur ont disparu aux mains du pouvoir. Cela fait 4 ans qu'il n'a jamais eu de nouvelles. Après un long parcours d'exil, Ali est arrivé en Suisse en 2022, comme mineur non accompagné, à tout juste 17 ans. Il a demandé l'asile, mais cette demande a été rejetée. Le SEM a contesté son âge, a refusé de reconnaître ses documents d'identité, puis estimé que son récit des persécutions n'était pas suffisamment crédible pour lui accorder une protection. Le rejet de sa demande d'asile et la menace permanente du renvoi ont eu des conséquences catastrophiques sur sa santé psychique et physique. Au fil des mois, son état général s'est profondément dégradé. Troubles anxieux, dépression, symptômes de stress post-traumatique, insomnie. Il vivait dans une peur constante, parce que pour lui, être renvoyé au Burundi signifiait mourir. En 2025, une première tentative de renvoi forcé a eu lieu. Elle échoue parce qu'il résiste à son embarquement. Quelques mois plus tard, un membre de sa famille élargie parvient à obtenir plusieurs documents confirmant ses motifs d'asile, dont un avis de recherche émis par les services de renseignement burundais liés à la présidence, mentionnant explicitement son nom. Mais ces documents sont rejetés par les juristes qui auraient pu l'aider à interjecter un recours, parce qu'il s'agit de copies et non des originaux. Les originaux étant restés avec la personne sur le continent africain. Ceux-ci n'ont donc jamais pu être portés à la connaissance du SEM. Le 16 avril 2026, la police vient le chercher dans son foyer. Il est détenu alors à la prison administrative de Favra, puis de Frambois, avant d'être transféré, menotté tout du long, à l'aéroport de Zurich. Il se plaindra plusieurs jours de ses poignets douloureux et gonflés à cause des menottes trop serrées.
Il dit également avoir été giflé par un agent de police lors d'un échange concernant un besoin urgent d'aller aux toilettes à l'aéroport de Zurich. Un témoin de la scène confirme. Le 21 avril, donc, il est expulsé vers Bujumbura par vol spécial. À son arrivée, il ne reçoit ni protection, ni accompagnement, ni garantie de sécurité. Sans argent, sans papier d'identité, sans famille, il est relâché à la sortie de l'aéroport et immédiatement livré au danger. Et ce danger, comme on vient de l'entendre, est bien réel. Aujourd'hui, les exilés renvoyés de force au Burundi sont assimilés à des opposants politiques. Les forces de sécurité et les milices Imbonerakure les recherchent activement. Des témoignages de détention arbitraire, de disparition et de violence contre des personnes renvoyées existent déjà. Et Ali a dû quitter immédiatement la capitale pour se cacher. Moins d'un mois après son expulsion, il a été contraint de fuir à nouveau vers un pays voisin. Il examine en ce moment les possibilités de revenir en Suisse. Voilà la réalité concrète d'un renvoi forcé vers le Burundi. Il est incompréhensible que la Suisse continue de considérer ces renvois comme licites et raisonnablement exigibles, alors même que toutes les ONG et les organisations internationales documentent l'aggravation de la répression politique, des disparitions forcées, des détentions arbitraires, des actes de torture et des exécutions extrajudiciaires. La Suisse ne peut pas prétendre ignorer ce que ces renvois produisent. Et derrière ces renvois, il y a des vies brisées. Le cas d'Ali montre une chose très simple. Renvoyer une personne au Burundi aujourd'hui, c'est la mettre gravement en danger, tout simplement. Le principe de non-refoulement existe précisément pour empêcher qu'un État renvoie une personne vers le danger, la clandestinité et la peur. Aujourd'hui, la Suisse manque à cette obligation de protection. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marco. Passons maintenant la parole à Eric. C'est également un nom d'emprunt, qui est un requérant d'asile qui a reçu une décision négative, qui est menacé directement de renvoi et qui va témoigner à visage découvert. Visage couvert. Couvert, pardon. Je ne sais pas comment vous voulez faire, Marco. Vous enlevez la caméra ou il est donc à côté de Marco. Voilà. Oui, bonjour. Pour moi, je vais vous témoigner ce qui m'est arrivé au Burundi. C'était au mois de septembre 2022. J'ai été enlevé quand j'étais dans la place du sport, dans le terrain des tempêtes. Et j'ai été arrêté par les agents de service national de renseignement, notamment le fameux Kazungu dans son voiture Hilux teintée. Et donc, j'ai été directement amené au service national de renseignement. Et dans cette institution, j'ai subi beaucoup de tortures de toutes sortes que j'aime pas toujours évoquer. Mais je fais 3 semaines dans cette institution avant de s'évader. Et puis, je suis arrivé en Suisse où je croyais avoir la protection, mais je me suis, j'ai fait toute le demande devant la SEM. Et puis, la réponse était la même. Comme tous les autres Burundais, les vraisemblances des dossiers. Depuis ce temps, j'ai fait un recours au niveau de TAF et le TAF aussi a considéré ce que SEM a dit. Ils ont pris la même décision que la SEM et pour l'instant, je suis allé d'urgence au sein de l'EVAM et la partie qui sont très difficiles à vivre de façon psychologique. Euh, c'est très, très difficile de vivre à l'aide d'urgence. Et pour moi, chaque jour, chaque nuit, je dois prendre des médicaments pour endormir. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est horrible pour ma santé et psychologique. Donc, j'aimerais demander à la Suisse, vraiment, étant donné que notre pays on sait très bien que nous qui ont été les jeunes qui ont manifesté contre le troisième mandat en 2015,
Et si on nous renvoie au Burundi, on a un grand risque de disparition. Donc, j'aimerais demander à la Suisse d'arrêter ce renvoi vers le Burundi parce que c'est un pays qui est très dangereux pour les gens qui ont manifesté, évidemment, pour le troisième mandat. Donc, je vous remercie les organisations qui ont organisé cette conférence et tous ceux qui ont participé, et je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Eric, pour cette dernière intervention. Merci à à chaque intervenant qui a accordé du temps et pour tout le travail de documentation important qui a été réalisé pour cette conférence de presse. Merci aussi pour la présence exceptionnelle du rapporteur spécial qui a d'ailleurs été nommé à Genève, en Suisse. On voit l'importance de cette conférence par la présence des ONG nombreuses et des médias suisses, burundais, mais aussi internationaux. On voit aussi la présence de nombreuses personnes requérantes d'asile, mais aussi des autorités suisses et belges responsables du traitement des demandes d'asile. On va maintenant passer aux questions. On va donner la priorité aux questions des journalistes. Et merci beaucoup à Sophie Guignard qui va s'occuper de donner la parole aux différentes personnes. Merci. Oui, merci beaucoup, Irène et Louise. J'arrête juste l'enregistrement.